Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire le débrief du Grand Prix d'Aragon, nouvellement du championnat du monde. On était de nouveau en Espagne, c'est-à-dire que le championnat moto passe beaucoup de temps en Espagne, sur le Motorland. Motorland qui est un circuit que moi je trouve fantastique en moto. Sauf le dernier secteur, c'est vrai que ce dernier secteur est pas très intéressant, à part la grande courbe, mais la ligne droite est très longue. Mais sinon, il y a la section technique, la sinueuse est assez sympa. Alors par contre, on a eu rarement des grands prix passionnants à Motorland. C'est souvent des grands prix assez linéaires, donc avec peu de dépassements, les hiérarchies sont bien établies. Ça a encore été le cas cette année. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Également, quand vous me réagissez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire votre pilote de week-end, le pilote qui vous a déçu également, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. On commence tout de suite avec la note du Grand Prix. Note du Grand Prix, j'ai décidé de mettre 11 sur 20. C'est un Grand Prix qui fait le taf, comme on dit, mais pas beaucoup plus. C'était pas ennuyant à mourir, mais c'était pas hyper passionnant. Il y a eu... Après, c'est peut-être aussi parce que je suis chauvin et que les Français étaient en difficulté. Mais je crois pas, je crois que le Grand Prix était pas dingue non plus. Alors, il y a eu une belle bagarre devant à un moment. C'est vrai que Bagnaia a pas pris beaucoup d'avance en début de course, mais ensuite il a très bien géré sa course. On a eu un Marc Marquez qui a jamais été extrêmement loin, qui lui a toujours mis un peu de pression à Bagnaia. Mais ouais, il me manquait un truc pour être dedans, je pense. C'est peut-être plus justement. Il faut savoir que j'ai regardé ce Grand Prix le soir parce que j'ai regardé la F1 en direct. Qualif et course, et que je me suis tapé les qualifications et la course l'un après l'autre lundi soir, et peut-être que ça a eu des conséquences sur ma passion pour ce Grand Prix, ouais, j'ai eu du mal à m'enflammer, quoi. On a une hiérarchie assez très clairement établie. Je crois qu'il y a peu de pilotes qui remontent énormément. Il y a eu Bastianini qui fait une bonne course, un peu Binder aussi, mais on commence à être habitué du côté de Binder. Bon, je passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo. Le résultat de ce week-end, c'est que ça aurait pu être pire. Il s'en sort quand même pas trop mal. Pas de rythme de course, énormément de problèmes dans le dernier secteur. De toute manière, chez Yamaha, on n'avait pas de rythme dans la dernière section du circuit. Certainement, on manque moteur. Je pense que du côté de chez Yamaha, on a un peu amélioré le moteur, mais pour le moment, c'est pas encore suffisant. Ducati, il perdait 4 dixièmes quasiment dans le dernier secteur. Le dernier secteur, c'était quoi? C'est une grande courbe et deux lignes droites. Donc, c'était vraiment très compliqué pour Fabio. Sinon, sur le reste du circuit, il était à l'aise, mais il n'avait pas le rythme pour redépasser les pilotes devant. Donc, ça a été une course où il fallait être patient, où il fallait prendre des points surtout. Il a toujours 2 grands prix d'avance. C'est son deuxième pire grand prix. Donc 8e, c'est quand même pas mal. C'est là où on voit toute la régularité même de Fabio, qui n'a pas abandonné de la saison. Voilà, le deuxième pire grand prix. Il y a une seule fois, il n'a pas été dans le top 10. Pour le moment, il est encore très vite. Et puis, même si c'est Bagnaia qui prend des points, Bagnaia n'était pas deuxième à ce moment-là du championnat, c'était Joan Mir. Ils ne sont plus que 3 parce que pour moi Zarco peut plus jouer le titre. Donc maintenant il sait qui sont ses 2 adversaires. Est-ce que Ducati arrivera à être performant à Misano? Normalement oui. Bagnaia avait été très bon l'année dernière du côté de Misano. Ça avait été beaucoup plus compliqué pour Fabio Quartararo. On se souvient, je ne sais plus c'était laquelle des 2 courses, où il avait chuté le dimanche matin en warm-up et chuté l'après-midi au bout de 2 tours de course. En plus, entre les deux, il y aura le Grand Prix des Amériques, donc c'est assez particulier. Techniquement, qui aura lieu, c'est fin septembre, donc il peut être annulé, et dans ce cas-là, ça aiderait encore plus Fabio. Il reste donc 2 Grands Prix à Saint-Marin, il reste une course également du côté de Valence, et puis encore une course au Portugal en fin de saison. Donc il reste plus beaucoup de circuits, plus beaucoup de pistes, plus beaucoup de grands prix. Plus le nombre de grands prix diminue,
plus les chances de titre de Fabio Quartararo augmentent. Ça, on aurait pu le mettre dans les... C'est un poncif, mais je sais plus comment il appelle ça. De Grégoire. Greg HR. Mais du côté de ce Grand Prix, oui, ça a été... il a fait le maximum, quoi. La machine n'était pas hyper performante. Le T4 était vraiment un réel déficit pour lui. Mizano, Yamaha s'en est plutôt bien sorti ces dernières années malgré un déficit moteur. On se souvient notamment de la course de Fabio face à Marquez en 2019. Les États-Unis, c'est un circuit où Fabio est toujours bien. C'est le circuit où il a fait son premier podium en Moto 3 en 2015. Donc c'est un circuit où il a toujours été à l'aise sur le circuit d'Austin. Et puis on aura ensuite l'Algarve où aussi il est plutôt à l'aise. Et puis Valence, par contre, en fin de saison, Valence, ça n'a jamais été un très bon circuit pour Fabio. Donc c'est vrai, il faudrait verrouiller le titre. Du côté du Portugal, ça serait pas mal. Il a toujours 2 grands prix d'avance, on le répète, au championnat. Du côté de Zarco, grand prix difficile, quoi. Mais c'est le résumé de son été qui a quand même été très compliqué. Johan Zarco, là, j'ai ses résultats depuis l'Allemagne. Allemagne 8e, 4e aux Pays-Bas, 6e en Styrie, abandon en Autriche, 11e en Grande-Bretagne, 17e ici en Aragon. Voilà, depuis son podium en Catalogne, il y a un vrai ralentissement au niveau des résultats pour Johan Zarco. Le road trip qui va faire parler, ça c'est clair et net, parce que c'est vrai qu'il dit en interview « Je suis fatigué, j'ai besoin de refaire du jus ». En même temps, il fait un road trip de 1000 bornes pour aller à Aragon, donc on a du mal un petit peu à comprendre. Saint-Marin va être très important pour Johan, déjà parce que c'est un circuit où Ducati a envie d'avoir des gros résultats foncièrement. Et puis surtout parce que Ducati c'est toujours bien comporté, c'est une course aussi importante pour Pramac. Donc voilà, du côté de Saint-Marin, du côté de Mizano, il va falloir, sur la mer Adriatique, il va falloir faire un bon résultat pour Johan, ça sera très important. Parce que il est menacé quand même par Jorge Martin. Il est pour moi plus dans le coup pour jouer le titre. Il y a Jack Miller qui revient sur lui. Vous avez Brad Binder également qui revient. Donc voilà, il va falloir retrouver des solutions parce que être dans le top 5, ça serait un très très bon résultat pour Johan. Par contre, être en dehors du top 5, ça serait une déception pour le pilote français sur la Pramac. Donc il y a un réel objectif d'être dans le top 5. Et s'il pouvait devancer un pilote officiel Ducati, ça serait vraiment bien quand même. Ça serait vraiment très très bien pour lui. Donc on va voir ce que ça va donner sur la prochaine course. Mais c'est vrai que le road trip, ça va pas aider. On va pas se mentir. Et puis oui, le week-end a été très difficile. La qualif, il est très loin. Il est devancé par Martin à chaque fois. Surtout que sur la qualif, il est obligé de passer par la Q1. Donc le week-end a vraiment été très difficile pour lui. Aucun rythme le dimanche, il perd des positions dès le départ et ensuite il est aux alentours de la 15e place pendant très longtemps et en fin de Grand Prix il perd des positions. Juste devant Vignales, deux doigts de se faire dépasser par Vignales, donc ça a vraiment été un Grand Prix difficile. On passe tout de suite au coureur au top. Du côté des pilotes au top, j'ai mis Marc Marquez. Marc Marquez, pourquoi ? Parce que belle deuxième place. Alors, bon, Motorland, on sait que ça fait partie des circuits où Marc Marquez s'est toujours très bien comporté. Il y a également le Grand Prix des États-Unis, vous avez également le Sachsenring. Une raison aussi importante, on tourne de l'autre côté. Donc c'est les deux courses où il s'est le mieux senti, c'est ici et au Sachsenring. C'est des circuits qui sont dans le sens anti-horaire. C'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles du monde. Ça veut dire que ce sont des circuits qui tournent plus à gauche qu'à droite, donc il utilise moins son bras handicapé. Il est encore tombé malgré tout ce week-end, mais je pense que c'est un élément avec lequel il va falloir s'habituer du côté de Marc Marquez, c'est qu'il n'est plus en capacité de récupérer ses chutes. Vous saviez, avant, il avait cette faculté à rester accroché à la moto, à réussir à récupérer des fois quand il avait les deux roues qui glissaient, parce que physiquement, il était aussi en capacité de le faire. Aujourd'hui, Marc Marquez, il n'est plus en capacité de faire ce
type de performance, il est plus en capacité de réussir à relever la moto très facilement. On le voit, son bras est toujours handicapé. Il a toujours un déficit de performance, un déficit de puissance au niveau de ce bras-là. Et forcément, c'est compliqué. Du côté de Marc Marquez, voilà, il faut se satisfaire de ces petites victoires, j'ai envie de dire, pour le pilote espagnol. Surtout, ça permet d'éteindre un petit peu Paul Espargaro. Paul Espargaro qui a eu un bon Grand Prix en Grande-Bretagne. Ça permet de rappeler qui est le patron. Le patron, ça reste Marc Marquez. Surtout que Paul Espargaro a eu un peu plus de mal ce week-end. Et du côté de Marc Marquez, maintenant, c'est réussir à trouver cette putain de constance qu'il n'a pas aujourd'hui. Réussir également à fonctionner sur d'autres circuits, quoi. Parce qu'il peut pas se contenter d'être performant sur les circuits qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc à un moment, il va falloir aussi qu'il réussisse à s'en sortir sur d'autres pistes. Sur les pistes, on va dire, plus traditionnelles. Et là, pour le moment, du côté de Marc Marquez, c'est compliqué. Il s'en est sorti aussi sur 2 pistes très techniques. Aragon, toute la section technique est très serrée et assez lente. Pareil aux Sachsenring. Donc, voilà, du côté de Marc Marquez, c'est là-dessus qu'il doit progresser et vraiment travailler. Pecco Bagnaia, victoire ce week-end du pilote italien. Très bon week-end de la part de Pecco et surtout donc première victoire en MotoGP pour lui. Il a tourné autour longtemps et puis il revient dans le match pour le titre, au moins pour le titre de vice-champion. Bagnaia, il reprendre l'avance également sur son équipier Jack Miller, sur Johann Zarco également pour l'hégémonie Ducati. Il fait une belle année, Bagnaia. Il y a l'abandon en Italie qui est pas top. Il y a sa 14e place à Grande-Bretagne qui reste une déception, mais il y a quand même 3 deuxièmes places, une victoire, un autre podium encore avec la 3e place au Qatar. Donc c'est vraiment bien ce que fait le pilote italien. Il fait vraiment du très très bon boulot. Un abandon seulement. Une fois, c'est la seule fois où il était en dehors des points, donc c'est aussi une belle régularité de la part du pilote italien. Après, voilà, il y a ce gros souci pour le moment pour lui, c'est qu'il est face à un grand Fabio Quartararo cette année, qui est encore plus régulier que lui. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu le problème de Bagnaia. Après... Il fait une belle année, le coureur italien. Moi, j'avais des doutes quand même sur Bagnaia parce que l'année dernière, on l'avait vu très irrégulier, très performant sur quelques courses avec Pramac. Après, il avait été assez inexistant ensuite. Donc, c'est là où je m'étais dit, il se retrouve à être pilote officiel. Est-ce que Ducati ne l'a pas annoncé un peu trop tôt ? Et puis, au final, il fait une meilleure saison que Miller. Alors, pourtant, j'avais un peu plus de certitude avec Jack Miller. Donc, c'est dire que bravo, monsieur Bagnaia, et c'est vraiment du bon boulot. Mais derrière, il y a du monde quand même chez Ducati, et il va falloir rester sur ses lauriers. Il va falloir continuer à travailler, à progresser. Et puis surtout, du côté de chez Ducati, on veut le titre. Et à un moment, ça va gueuler chez la direction de Volkswagen, parce que je rappelle que Ducati est géré par... Enfin, appartient au groupe Volkswagen. Il est rapproché et proche de Audi dans le groupe. Je vais arriver à faire une phrase en français du côté du groupe Volkswagen. Et du côté de Bagnaia, à un moment, chez Ducati, on va vouloir des résultats. C'est vrai qu'on attend le titre depuis tellement d'années. Il tourne autour, Ducati. Il y a eu Dovizioso multiples fois vice-champion du monde, mais bon, là, ils ont une bonne machine qui est peut-être plus polyvalente qu'auparavant, même si la puissance moteur reste la priorité. Ça, c'est clair et net. Je termine avec Bastianini, également chez Ducati, dans l'équipe Sky VR46. Bastianini, quand même, cette année, c'était pas dit en début de saison, il a éteint Marini. Là, sur cette course-là, il fait 9 en qualif, Marini fait 17. Il fait en course, donc il fait 6, pardon. Marini fait dernier. Il a complètement éteint Marini. Et pourtant, Marini est pas né de la dernière pluie. En plus, demi-frère de Rossi. Donc, on peut se dire qu'il est dans l'équipe du demi-frère. Donc, c'est quand même un avantage. Eh ben, pas du tout.
Pas du tout. Et Bastianini, qui pourtant ne fait pas vraiment partie de la VR46. Bastianini est un proche, on va dire, des Rossi, mais ne fait pas partie de la VR. Ça a toujours été un petit peu particulier. Même quand il était chez Italtrans, notamment l'année dernière en Moto 2, on sait qu'il s'entraînait assez souvent avec Rossi, mais il n'avait jamais fait partie de la VR 46 quand il était chez Italtrans. Et du côté de Bastianini, il arrive à faire des très très bons résultats. Alors c'est encore un petit manque de régularité. C'est-à-dire que voilà, il y a eu quand même 3 abandons, il y a eu voilà, c'est son 3e top 10 de la saison, hein, quand même. 4e top 10 de la saison pour Bastianini. Il n'est pas largué par Martin. Par contre, il a largué un peu Marini, quoi, parce que lui, il a 45 points, Marini en a 15 de moins. Il y a un tiers quand même d'écart de points entre les deux, donc c'est beaucoup. Et, il a vraiment éteint pour moi Luca Marini et Bastianini. Vraiment des très bonnes courses en plus, hein, à chaque fois. Souvent pas exceptionnel, on va dire, en qualification. C'est encore un domaine dans lequel il doit travailler en MotoGP. Par contre, en course, il fait des très très belles courses. Il fait des très beaux dimanches à chaque fois, Bastianini. Moi, je me rappelle de sa 9e place à Portimao. Il partait de loin sur la grille, hein. Et il était très très bien revenu en course. Donc, chapeau. Et du côté de chez Ducati, on va commencer à regarder, à être attentif aux résultats de Bastianini, parce que un Italien qui roule sur une Ducati et qui est performant, il va pas falloir le perdre. Très clairement du côté de chez Ducati. On continue du côté des flops tout de suite. On passe au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, Alex Rins, qui est un bonnet d'âne assez récurrent quand même cette année, le pilote espagnol. 12e du Grand Prix. Il partait assez loin sur la grille. Il partait 20e. Pas de rythme en qualification. Alors on sait que chez Suzuki, ils ont des problèmes notamment d'électronique. L'électronique fait un peu des siennes sur cette moto. Malgré tout, Alex Rins, il est quand même vraiment pas performant cette année. Il finit quand même assez loin de Johan Mir, et pourtant Johan Mir n'était pas dans un week-end si incroyable que ça. Il finit 3e, mais il n'avait pas un énorme rythme en qualif pendant tout le week-end. Il était un peu en difficulté avec sa machine. Alex Rins, c'est inquiétant parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Déjà, les dernières, il perd le titre. Il fait quand même un très mauvais début de saison, les dernières. Là, cette année, c'est encore infernal aussi en termes de résultats. Lui, qu'on pensait fin 2019 être la relève et peut-être le champion du monde chez Suzuki, il s'est fait massacrer. Et je pense que le fait d'avoir pas joué le titre l'année dernière, ça a joué au niveau de ses performances et qu'il a vraiment beaucoup de mal aujourd'hui. Il a beaucoup de mal à se remettre. Pour lui, il devait gagner le titre. Mais cette douleur à l'épaule l'a vraiment handicapé. Puis on sent qu'aussi peut-être chez Suzuki, tout le monde bosse pour Johan Mir aujourd'hui et puis trop pour Alex Rins. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux changer d'équipe? Alors ça sera pas le cas l'année prochaine techniquement. Après, il faudra y réfléchir parce que il n'y a pas. J'ai pas le sentiment qu'Alex Rins jouera le titre dans les années à venir, et j'ai pas le sentiment qu'Alex Rins, de toute manière, a réussi à rester chez Suzuki. Je pense que chez Suzuki, on regarde également ce qui se passe en Moto 2. Il y a des jeunes pilotes qui sont intéressants. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, Alex Rins. Cette année, si, il est mauvais. Il arrive à être rapide sur quelques courses, Alex Rins. Mais depuis l'année dernière, il manque cruellement de constance. Ce qui a fait la différence entre lui et Johan Mir. Parce que Johan Mir n'avait pas fait non plus un grand début de saison l'année dernière, mais il s'était remis dans le rythme beaucoup plus rapidement qu'Alex Rins. Et c'est vrai que là, cette année, la différence, elle est importante, quoi. C'est-à-dire qu'Alex Rins, c'est aujourd'hui 12e seulement du championnat. Alors certes, il y a eu une course où il n'a pas participé, beaucoup d'abandons, mais il n'a que 68 points face à un Johan Mir qu'on a 90 de plus. C'est ça qui fait mal. Ce chiffre-là, il fait vraiment mal. Et je ne vois pas comment il va réussir à revenir au top niveau. Marini, je vais aller assez vite sur Marini, mais ce week-end encore nulle part. Et c'est vrai qu'à part sa 5e place cette année en Autriche, la saison de Marini, c'est quand même dur à défendre, hein.
Quand il est dans les points, en dehors de cette 5e place, son meilleur résultat, c'est une 12e place. Alors que Bastianini, il a fait 1 x 6, 1 x 9, 1 x 10 et 2 x 10 en termes de position. Il se fait bouffer complètement par son adversaire. Et c'est dur parce que les deux sont rookies, les deux sont débutants, donc forcément on le compare à son adversaire. C'est compliqué de dire pourquoi il n'arrive pas à rouler beaucoup plus vite. Est-ce que c'est sa chute l'année dernière au Mans? C'est vrai que mentalement c'est une chute qui fait mal, hein. Ou est-ce que c'est d'autres éléments, ou est-ce qu'il n'a pas encore compris comment marche une MotoGP? Peut-être. C'est différent de la Moto 2, il y a beaucoup plus électronique, beaucoup plus... C'est aussi différent parce qu'en Moto 2, vous n'êtes pas... même si là ils sont dans des équipes clientes, il n'y a pas autant d'attente, il n'y a pas autant de pression en Moto 2. Même si en Italie et en Espagne, quand vous faites Moto 3, Moto 2, vous êtes quand même suivi par les fans. Il y a quand même beaucoup moins de pression qu'en MotoGP. Est-ce que c'est cet aspect-là qu'il a du mal à gérer? Mais aujourd'hui, le rythme n'est pas là et ce n'est pas suffisant, très clairement. Même pour une saison de débutant, ce n'est pas suffisant en termes de résultats. Rossi, il a le même nombre de points que Luca Marini. Rossi, 19e, juste devant. Et puis, c'est quand même dur, Rossi. L'année est quand même très difficile parce que son meilleur résultat, c'est une 8e place. C'est dur quand j'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand les légendes s'éteignent de cette manière. Ça me fait pareil un peu avec Schumacher. Quand Michael Schumacher arrête en F1, après 3 saisons vraiment pas bonnes chez Mercedes, quand d'autres équipes d'autres pilotes comme ça partent par la petite porte, je pense à Nelson Piquet notamment en F1. Même Mick Doohan qui était bon, encore c'était une chute, Mick Doohan un peu différent. Crivellet, il avait eu du mal avec les MotoGP notamment. Biaggi qui a quitté la MotoGP par la petite porte et même le Superbike par la petite porte. Moi je trouve c'est terrible parce que ce sont des légendes. Ou Capirossi a quitté la MotoGP par la petite porte. C'est toujours un peu triste. Ce sont des bons pilotes mais qui n'ont pas arrêté au bon moment. Je pense que Rossi, il fallait qu'il arrête il y a 3 ans. Et il a continué 3 ans de plus, et déjà en 2019, c'était pas bon. C'est compliqué d'arrêter pour un sportif de haut niveau. Mais là, dans le cas de Rossi, je pense que oui, il aurait dû comprendre que la situation était compliquée, quoi. Et que c'est surtout... Il y a mentalement, mais physiquement. On sent que physiquement, il tient pas les fins de course, hein. Même quand il est 8e, c'est en Autriche, il souffre en fin de Grand Prix. On sent que physiquement, il tient plus. Et puis, en termes de pilotage, il n'arrive pas à servir. C'est le seul pilote qui n'arrive pas à s'adapter au pneu arrière de Michelin. Et puis, plein de soucis au fur et à mesure. Il a toujours l'expérience parce que sa 8e place en Autriche, c'est une place d'expérience parce que sur le mouillé, il arrive à s'en sortir. Mais il faut des conditions extrêmes pour qu'il arrive à faire des bonnes courses, quoi. Et puis en plus, la YAM cette année, il n'arrive pas à s'y adapter. En plus, il prend une machine officielle. Est-ce qu'il va être remplacé par Dovizioso? C'est dans les cartons, on va dire. Mais ouais, le départ de Rossi sera triste. Je pense que je ferai une vidéo hommage lors de la dernière course à Valence. Parce que déjà on sera en décembre et que j'aurai un peu plus de temps. Parce que c'est un mec qui a révolutionné la MotoGP. Et qui part de cette manière, ça me... un peu triste. Et puis je termine avec Miguel Oliveira, la KTM. Alors déjà KTM, ils sont un petit peu en difficulté. Il a fait un bel été. Un beau début d'été. Depuis la Styrie, c'est 1 point marqué en 4 courses. C'est un peu craignos, hein. On va pas se mentir. Depuis la reprise au mois d'août, 1 point marqué. 2 points marqués, pardon. Par Miguel Oliveira. C'est fou parce que quand vous regardez sa saison, il a fait 4 bonnes courses cette année. Il y a eu le début de saison qui a été compliqué, mais pour tous les pilotes KTM. Ensuite, il y a eu Italie 2e, Catalogne 1er, Allemagne 2e,
Pays-Bas 5e, et depuis, disparu, Miguel Oliveira. Et malgré des résultats aussi hétéroclites, il arrive à être 9e du championnat, mais il est quand même, il est 9e avec 87 points, il est 20 points, 30 points derrière Brad Binder, quoi. C'est techniquement lui Enfin, on attendait de lui qu'il soit le taulier, et au final c'est Brad Binder, même si on voit quand même que chez KTM, on s'en sort pas des masses, quoi. C'est vrai que enfin, on s'en sort pas des masses. Il y a un problème de constance dans les résultats pour les deux pilotes. Et ça, c'est... voilà. De toute manière, même Brad Binder, qui pourtant fait 7e, l'a dit en interview, il a dit on n'est pas là où on doit être. Ça résume bien la situation actuelle de KTM. Ils ne sont pas là où ils doivent être. Et en plus, Miguel Oliveira, en ce moment, c'est très très compliqué. On passe rapidement au classement pilote et constructeur. Classement pilote. Quartararo en tête avec 214 points. C'est-à-dire qu'il a 53 points d'avance, je crois. D'avance sur... ou 52 ou 53, je ne sais plus, d'avance sur Banaya. On retrouve ensuite Johan Mir qui a 20 points d'avance sur le 4e, Johan Zarco. Ensuite, Jack Miller, Brad Binder, qui sont donc Zarco, Miller, Binder, les trois ensemble, ça se tient en 20 points. Puis Espargaro, Viñales, Oliveira et Marc Marquez qui re-rentrent dans le top 10. Jorge Martin est 11e. Toujours meilleur débutant devant Bastianini et Luca Marini. Du côté du classement constructeur, eh bien, Ducati est en tête avec 250 points, 8 points d'avance sur Yamaha. La 8e place de Fabio n'a de pas au classement constructeur. On retrouve ensuite Suzuki qui a 3 points d'avance sur KTM. Deux équipes qui ont des résultats qui font le yo-yo. Puis on retrouve ensuite Honda et Aprilia qui n'est pas si loin que ça de ces autres équipes. Et puis du classement par équipe, on a Yamaha donc en tête avec 309 points, devant Ducati 290 points, puis Suzuki, Pramac, KTM, Repsol, LCR, Aprilia Tech 3 et Avintia dernier, 10e parce qu'il y a encore une équipe qui est derrière Avintia. Donc à l'Avintia ils ont 73 points pour le moment. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve donc pour Misano qui aura lieu cette semaine, donc on se retrouve très vite sur la chaîne en fait, on se retrouve dès mardi prochain je pense, mercredi pour faire le résultat de cette course. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à rager un commentaire. Nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao.